Bonjour et bienvenue à ce 50e webinaire mensuel de la plateforme Trajectoire socio-économique. Pour ce 50e webinaire, un thème très important, territoire. Quelle trajectoire socio-économique? Et pour commencer, rappelons les enjeux et défis de cette connaissance partagée. D'abord, face au constat que tous les modèles socio-économiques de toutes les organisations, qu'elles soient publiques et privées, sont aujourd'hui en questionnement, plus que jamais, la question de se poser collectivement la question des différents modèles socio-économiques est très importante. C'est dans ce cadre qu'en 2020, la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et le Rameau ont lancé ce programme sur la reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général dans le cadre d'une mission ministérielle pour accélérer les nouvelles alliances entre collectivités, associations, entreprises, acteurs académiques au service de nos transitions et des transformations de notre société. L'objectif est à la fois de partager une culture commune de la diversité des modèles socio-économiques, de permettre à chacun de pouvoir se repérer et se positionner dans la diversité des modèles, et puis d'apprendre collectivement à piloter la complexité des trajectoires socio-économiques de plus en plus complexes, surtout lorsqu'il s'agit d'intérêt général. Et en 2023, nous avons lancé avec la ministre de la Vie associative et de la Jeunesse la plateforme Trajectoire socio-économique qui catalyse 15 ans de travaux collectifs pour valoriser ces pratiques. C'est donc vraiment tout un cheminement collectif qui est capitalisé pour partager la diversité des connaissances et j'allais dire, il s'enrichit chaque jour. C'est comme ça que nous pouvons fêter le 50e webinaire mensuel, cher Armel, pour mettre en valeur finalement 5 ans de travail en commun, 1800 jours de cheminement que nous fêtons aujourd'hui pour justement valoriser cette diversité des modèles. Et la Javel Rameau était très heureux de pouvoir inviter très largement autour de cette table pour pouvoir partager les expérimentations innovantes, les programmes structurants qui permettent justement de valoriser les trajectoires socio-économiques territoriales. Ce webinaire est co-animé avec le Fonds ODD17 et la maison, le réseau national des maisons des associations. Nous aurons le plaisir d'entendre le RESAM, la maison des associations d'Amiens Métropole, l'Observatoire des partenariats, l'actualité du Comité 21, de Convergence et de l'Admicale. Mais nous voulions commencer par un duplex avec nos amis de la Maison de l'Apprendre à Lyon, bien évidemment incarner très concrètement ce webinaire. Et ce n'est pas un hasard si nous avons choisi la Maison de l'Apprendre, d'abord parce que c'est un partenaire très structurant des travaux de recherche du Rameau, notamment dans le cadre du programme Jeunes et Territoires 2050, mais aussi et surtout parce qu'il y a une actualité aujourd'hui, puisque la Maison de l'Apprendre reçoit la Fondation Sciences et Nature pour remettre ses prix 2025 en faveur de la préservation de l'environnement et de l'éducation à la nature. Merci Angélique Figaret, qui veut être la présidente et cofondatrice de la Maison de l'Apprendre, d'être en duplex avec nous et peut-être un mot sur ce grand événement que vous organisez ce soir à Lyon. Merci Charles Benoît pour l'invitation et c'est toujours un grand plaisir de pouvoir participer, même depuis Lyon, à ces rencontres que vous organisez. Effectivement, nous sommes un pôle territorial de coopération sur les enjeux d'éducation, d'apprentissage tout au long de la vie et s'engager collectivement, ça signifie pouvoir se rassembler, pouvoir se connecter entre acteurs sur nos territoires et c'est finalement ce qui est rendu possible ce soir avec l'accueil de la Fondation Sciences et Nature et les lauréats qui portent des projets autour de la question d'apprendre à prendre soin de la planète. Donc on est ravis de pouvoir découvrir ces 3 projets récompensés ce soir par la Fondation. Merci encore pour tous ces contenus et cette inspiration que vous nous permettez d'obtenir au travers de ces webinaires.
Eh ben, merci beaucoup, Angélique. Et mon petit doigt me dit qu'il ne faudra pas manquer le 53e webinaire, celui du 18 décembre prochain, parce que je crois savoir que la Maison de l'Apprendre sera l'un des deux organisateurs de ce webinaire. Mais n'en dévoilons pas trop, chaque mois suffit sa peine. Et justement, Armel de Roton, peut-être pouvez-vous nous rappeler finalement toute cette capitalisation partagée depuis 5 ans. Oui, tout à fait. Bon, merci Charles Benoît. Bonjour à tous. Donc, depuis automne 2020, maintenant, chaque mois, chaque troisième jeudi du mois, un webinaire vous est proposé, un webinaire de la plateforme Trajectoire socio-économique. Vous pouvez retrouver les replays et les synthèses de chaque webinaire sur donc, le site Trajectoire socio-économique. Mais vous pouvez aussi retrouver dans la base Impact Alliance, que j'imagine tout le monde connaît ici, la soixantaine d'exemples inspirants issus de ces webinaires. Je vous propose de passer donc au webinaire aujourd'hui, ce 50e, comme dirait Charles Benoît. Le contenu du webinaire, nous découvrirons dans un premier temps comment qualifier les besoins au premier kilomètre avec le fonds ODD 17 qui nous restituera les grandes conclusions de son étude Qualifier le premier kilomètre des besoins et la maturité des coopérations locales. Dans un second temps, nous écouterons le témoignage du RNMA, notamment sur la capacité des associations à comprendre les dynamiques propres à chaque territoire, mais aussi sur la façon dont elles capitalisent leur savoir-faire. En troisième partie, nous ferons un point sur les actualités riches de ce mois et enfin, nous prendrons date pour la prochaine escale. Charles Benoît, je vous passe maintenant la parole en tant que copilote du fonds ODD 17. Oui, merci beaucoup Armel. Alors peut-être commencer par remettre finalement le contexte et l'objectif de l'étude qualifiée le premier kilomètre des besoins et la maturité des coopérations locales. Le fonds ODD 17 a été créé en 2020 dans le cadre de la mission ministérielle pour accélérer les alliances entre associations, collectivités, entreprises sur les territoires afin de répondre à nos défis communs. Et après l'évaluation triennale de 2023, le programme Réussir ensemble la territorialisation des transitions a défini un accompagnement de 81 écosystèmes territoriaux avec lequel nous co-construisons justement cette capacité à regarder au premier kilomètre de leurs besoins, de leurs ressources, de leur envie d'engagement, comment il était possible finalement de répondre concrètement à cette ingénierie du premier kilomètre. C'est un programme qui est en partenariat avec l'ADEME et le Fonds de développement de la vie associative avec la FDVA notamment. Alors, l'écoute des acteurs locaux a permis de qualifier leurs besoins. Et c'est ça qui est très important, c'est finalement non pas de partir d'un programme où serait déterminé au niveau national quelles seraient les conditions de mise en œuvre du programme, mais plus exactement d'écouter dans le cadre de dialogue de gouvernance quels sont les besoins des acteurs locaux, des écosystèmes territoriaux, et de pouvoir définir finalement avec eux le programme qui leur correspond le mieux. Et c'est dans ce cadre-là qu'a été menée cette étude, cette analyse qui rend compte de 18 mois de dialogue avec ces 81 écosystèmes territoriaux. Les premiers résultats de cette écoute ont été partagés le 1er juillet dernier lors de la 11e rencontre des pionniers des alliances en territoire et le rapport d'étude a été diffusé le 11 septembre à l'occasion de la première rencontre nationale de la coopération territoriale initiée par le Comité 21 et le CGDD. Et j'insiste sur le fait que ce qui est important pour le fonds ODD 17, qui est un fonds d'un peu plus de 5 millions d'euros qui a été investi depuis 5 ans maintenant, c'est réellement de partir et de co-construire avec les acteurs du territoire, finalement, ce qui correspond réellement à leurs besoins, à leur maturité. Alors peut-être de rappeler aussi, Armel, le point suivant, qu'est-ce que nous avons souhaité expérimenter en commun? Eh bien, nous avons souhaité expérimenter en commun dans le cadre
du cap et du cadre commun que sont les objectifs de développement durable de l'agenda 2030, comment les projets de territoire, c'est-à-dire la capacité à la fois des collectivités territoriales, des envies d'engagement de nos concitoyens et des acteurs économiques dans leur diversité des territoires, à construire ensemble finalement une réponse concrète, un projet de territoire qui dépasse le mandat électoral pour s'inscrire dans le temps long, une vingtaine à une trentaine d'années. Comment on construit l'avenir de son territoire ensemble? Et bien évidemment, le socle commun de tout cela, c'est quelles sont les innovations qui vont émerger à partir de ces spécificités locales pour justement permettre de répondre ici et maintenant, très concrètement, aux besoins du premier kilomètre. Alors, si nous passons à l'étape suivante, eh bien, pour analyser ce besoin, nous avons donc mené, comme je le disais, 81 dialogues de gouvernance. Et ce qui est très important, c'est d'écouter les acteurs locaux sur finalement quels sont leurs enjeux, comment est-ce qu'ils y répondent aujourd'hui, quelles sont leurs priorités et comment ils articulent finalement ces dynamiques avec associations, entreprises, collectivités. Que la dynamique parte de la collectivité territoriale, comme Paris-Est Marne-et-Bois, par exemple en Île-de-France, ou que ce soit à travers l'initiative finalement de secteurs associatifs, comme par exemple, je prends un exemple complètement au hasard, la Maison des associations de Saint-Benoît à La Réunion, n'est-ce pas mon cher Sylvain? Eh bien, nous voyons à quel point il est important de comprendre quelle est la concrétisation des enjeux sur ce territoire. Et ces 80 dialogues de gouvernance qui sont répartis sur, bien évidemment, les 12 régions métropolitaines et 3 premiers territoires ultramarins, à des échelons territoriaux différents, parce que la façon de construire son territoire n'est pas le même, et sur certains écosystèmes territoriaux, c'est plutôt des choses extrêmement locales, et d'autres sont plutôt à des échelles plus larges, qui peuvent être à l'échelle de plusieurs communes, à l'échelle d'un département, voire de plusieurs départements, d'une région ou même à l'échelle nationale pour certaines des initiatives. Mais ce qui va être vraiment très intéressant, c'est de comprendre à travers ce que nous appelons le pivot de cette capacité à construire ensemble des réponses qui associent collectivités, associations, entreprises, initiatives citoyennes, de comprendre finalement quel est le niveau de besoin dans lequel ils s'inscrivent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre et qui va nécessiter de pouvoir finalement accompagner ce mouvement à l'échelle où il se définit lui-même, et j'insiste lourdement, à l'échelle où le territoire finalement définit son propre premier kilomètre. Alors pour cela, l'année dernière, pas moins de 851 000 euros d'investissement ont été faits auprès des territoires. Ça a été complété par 200 000 euros d'apports en fonds propres qui ont permis d'accompagner plus particulièrement 10 initiatives territoriales pour consolider leurs fonds propres. Et puis 330 000 euros ont été investis pour finaliser 4 plateformes numériques d'accompagnement dans une logique numérique et territoire, c'est-à-dire en partant de la réalité des territoires, quels étaient leurs besoins numériques et comment est-ce qu'ils pouvaient, ils souhaitaient accéder à cette connaissance et cette capitalisation historique. Et ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir bien noter que nous avons pu définir ainsi 4 niveaux de maturité de territoire. Et ce n'est pas, j'allais dire, une question de hiérarchie, c'est bien une question d'expérience de territoire. À quel niveau de maturité collective les territoires sont-ils pour répondre ensemble à leurs défis communs? Les résultats sont les suivants, Armel, le point suivant. Eh bien, finalement, accompagner les premières initiatives locales, qu'elles émergent ou qu'elles soient déjà dans leur première expérimentation, 63% des territoires sont dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'effectivement, soit ils ont envie de commencer cette démarche de co-construction territoriale, soit ils en sont à leur premier projet expérimental pour pouvoir justement regarder comment est-ce qu'on construit cette capacité à répondre ensemble aux enjeux de territoire, non pas à la place ou en cannibalisant ce qui est déjà fait, mais finalement en allant plus loin, en construisant ensemble ce qu'aucun ne peut faire seul.
Et puis, 25% des territoires sont à un deuxième niveau de maturité, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait une pluralité d'expériences de co-construction territoriale. Et là, la question de la consolidation, de la conservation des compétences qui ont émergé suite à cela est un élément déterminant. Parce que très souvent, dans ces territoires, dans ces 25% de territoires, il n'y a pas encore de dispositif structurel qui va porter cette dynamique-là. On est encore au stade expérimental, mais on n'en est plus aux premières expérimentations. C'est-à-dire qu'il y a des femmes et des hommes au sein de ces territoires qui ont développé des compétences rares dont on ne sait pas encore exactement à qui et comment les rattacher. Et c'est là où la logique finalement expérientielle va être extrêmement importante à conserver collectivement sur le territoire parce que finalement, elles vont être la capacité à inventer, à prendre le temps d'inventer le dispositif qui va correspondre aux réels besoins. Et finalement, investir dans ce dispositif, ça peut être selon les territoires, une fondation territoriale, un PTCE, un club local, un service dédié dans une collectivité, peu importe finalement la façon et surtout l'endroit où est structurellement porter de façon pérenne cette capacité à co-construire, l'important est de dire à ce moment-là comment on aide, comment on investit dans ce temps qui va permettre de pouvoir construire finalement ce dispositif en commun. Je donne un exemple concret, c'est les 18 mois de préfiguration de la fondation territoriale du 44, par exemple. Eh bien, c'était très important de ne pas se précipiter dans la création d'un dispositif, mais de prendre le temps de le co-construire ensemble, et 9% des territoires sont dans ce niveau de maturité. Et puis après, lorsque finalement le territoire est très mature et qu'il a différents dispositifs, parce qu'il faut bien insister, il n'y a pas de territoire qui puisse animer cette co-construction sans qu'il y ait une diversité de dispositifs qui vont le porter. Ce n'est pas un acteur tout seul qui va pouvoir prétendre répondre à l'ensemble de cette co-construction territoriale. Et là, la question va pouvoir commencer à se poser de comment on va articuler sur un territoire à la fois une fondation territoriale, un PTCE, un club local, une dynamique d'innovation territoriale, comme c'est le cas sur Montargis par exemple. Eh bien, on va commencer à réfléchir sur cette articulation entre les dispositifs pour pouvoir pérenniser finalement cette capacité à co-construire des réponses durables sur le sujet. Et il est très important de voir que finalement c'est assez cohérent avec ce que nous disaient lors du dernier Salon des maires, les élus locaux eux-mêmes, puisque 35% des élus locaux considéraient que quelque part, s'ils étaient en capacité d'être innovants dans leur réponse aux transitions, c'est parce qu'ils avaient su développer des coopérations avec les acteurs économiques, avec les acteurs associatifs, avec les initiatives citoyennes, avec les acteurs académiques de leur territoire. Et on retrouve là, finalement, peu ou prou, nos 25 plus 9 plus 3%, qui ont été bien perçus par les élus locaux comme étant des éléments constitutifs d'une capacité à construire ensemble des réponses. Je rappelle qu'en 2020, en plein cœur de la Covid, les élus locaux avaient été questionnés alors qu'ils venaient juste de prendre leur mandat et 40% d'entre eux avaient dit « je vais mettre la co-construction au cœur de mon dispositif, finalement, de mon mandat. » 35% l'ont réellement fait, et c'est déjà un poids intéressant, mais on voit bien cette corrélation, finalement, entre la maturité d'un territoire, la maturité des associations, des entreprises, des collectivités à travailler ensemble, et les réponses qui doivent être construites, non pas de façon uniforme et unilatérale, mais bien évidemment à partir de ce premier kilomètre des besoins. Le deuxième enseignement, s'il vous plaît Armelle, deuxième enseignement extrêmement intéressant, c'est la répartition de l'investissement.
Comme je le disais, l'année dernière, 851 000 euros ont été investis dans ce programme, sachant que 81% étaient sur les dotations territoriales et 9% sur les partenaires nationaux qui ont pu accompagner cette dynamique-là. Et surtout, et peut-être le plus intéressant, c'est lorsqu'on le regarde finalement un peu comment c'est réparti les besoins au dire et surtout aux investissements qui ont été faits des territoires. 37% ont été consacrés à ces dialogues de gouvernance, à prendre le temps de prendre le recul avec l'ingénierie territoriale pour se dire, mais finalement, comment on va accompagner, comment spécifiquement on va pouvoir faire en sorte que ces coopérations entre acteurs vont répondre à nos défis territoriaux, aux enjeux prioritaires du territoire. Généralement, le diagnostic du territoire a déjà prédéfini finalement quels étaient ses besoins prioritaires, mais comment allons-nous construire ensemble les sujets prend du temps et c'est ce qui a consacré 37% finalement des moyens mobilisés. Ensuite, et ce n'est pas neutre, les subventions pour pouvoir contribuer finalement à cette capacité à mobiliser de l'ingénierie au premier kilomètre des besoins. C'est très important, ces subventions locales. Comment est-ce que cette ingénierie est financée localement? Je pense qu'on reparlera avec nos amis du réseau national des maisons des associations parce que c'est un point extrêmement important. Mais quasiment au même niveau, l'ingénierie collective qui a été mobilisée parce que effectivement elle existe. Le RNMA nous parlera de tout le travail, par exemple de capitalisation sur la catalyse qu'ils ont pu faire, et nous parlera de tous les travaux sur les données existantes qui ont pu être capitalisées grâce aux OLVA. Et bien quelque part, on voit bien que cet usage de l'ingénierie collective est aussi un élément complètement déterminant. Ensuite, 17% d'ingénierie privée, c'est-à-dire finalement d'accompagnateurs, de conseils qui ont été apportés, là encore en proximité, pour pouvoir accompagner finalement ces démarches. Et puis 9% dans l'ingénierie académique qui a été mobilisée, parce que là encore, bien évidemment, la diversité des ingénieries nécessaires au niveau d'un territoire eh bien, doit pouvoir mobiliser l'ensemble des acteurs. Nous reparlerons tout à l'heure du séminaire de recherche que nous organisons le Rameau et l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts à l'occasion le 25 septembre, à l'occasion du 10e anniversaire des EDD, créer de la valeur en commun, quelle pratique des acteurs académiques. Bien évidemment, les acteurs académiques jouent un rôle de plus en plus important pour la consolidation de ces démarches. Mais j'insiste, finalement, on voit, et ça corrobore des études internationales qui existent, la question du financement est un des leviers, il n'est pas neutre, il représente près de 20% de l'investissement, mais ça n'est pas le seul, parce que donner seulement une subvention, ne pas construire avec le territoire la réponse, avec l'ingénierie territoriale, eh bien finalement, c'est ne pas permettre d'aller jusqu'au bout de la logique. Alors, cette logique-là, on la connaît bien, slide suivant s'il vous plaît, Ahmed, on la connaît bien puisque finalement, elle a été modélisée dans 2 cahiers de recherche de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, Économie et territoire en 2023, et l'année dernière, quelle trajectoire ODD 17, quelle trajectoire territoriale, et puis elle a été valorisée par la dernière note annuelle de la Fondation des territoires sur l'innovation territoriale en action qui met en valeur cette capacité à avoir mise en commun depuis 2014, depuis plus de 10 ans, à la fois des connaissances empiriques à travers l'Observatoire des partenariats, mais dès 2015, l'Observatoire des partenariats a été en partenariat avec le RNMA pour avoir une connaissance locale, puisque l'Observatoire ne donnait que des données nationales et régionales. C'est aussi, bien évidemment, la capitalisation numérique. On peut parler des 4 plateformes qui ont été faites pour accompagner les collectivités territoriales, les entreprises, les associations et les investisseurs publics. Mais on peut parler aussi bien évidemment de ODD 17.org, le back-office partagé pour pouvoir avoir de l'information finalement auprès des réseaux. Bien évidemment, le 3e levier, c'est la question de la qualification des compétences
transversale. Et là, les travaux de recherche menés notamment avec AgroParisTech qui ont permis de pouvoir modéliser une grille de qualification des pratiques, mais aussi, bien évidemment, tout le travail que font les 350 catalyseurs territoriaux qui, chaque année, se réunissent en plénière et organisent un certain nombre de webinaires pour partager les pratiques de territoire est un élément déterminant. Et puis, cette fameuse investissement dans l'ingénierie d'alliance, comme je le disais, les 5 millions d'euros d'investissement, 5,6 millions d'investissement du fonds des 17 avaient pour vocation de dire que c'est un véritable investissement d'intérêt général et en aucun cas une dépense. Je rappelle, cette capacité d'investir dans l'ingénierie de proximité, c'est une capacité à pérenniser nos actions, c'est une capacité à réussir la territorialisation des transitions, et ça n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU l'année dernière, avec la charte des principes qui ont été signés avec les collectivités territoriales, pour justement dire si nous ne réussissons pas à l'échelle des territoires cette transformation, nous ne la réussirons pas du tout. Alors, fort de cela, slide suivant, eh bien, a été co-construit avec les 80 écosystèmes territoriaux en fonction de leurs besoins, en fonction de la réalité de ce qu'ils vivaient, a été construit une série de réponses dont je vous invite à regarder dans le rapport détaillé de l'étude qui a été publié la semaine dernière, finalement la diversité, parce que, encore une fois, nous ne répondons pas, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas répondre de la même façon lorsqu'un territoire en est dans ses débuts d'initiative locale et lorsqu'il est en train de construire et d'inventer des écosystèmes territoriaux pour pouvoir prendre les deux extrêmes de maturité de territoire. Alors ça nous amène à 3 opportunités qui ont été mises en place cette année pour pouvoir justement accompagner cela. Slide suivant s'il vous plaît, Armel. Un kit pratique, ce qui a été mis en ligne et partagé, bien évidemment, auprès des 80 écosystèmes territoriaux, mais beaucoup plus largement, suite au colloque au Sénat de février sur mettre l'agenda 2030 au cœur des municipales 2027 d'une part, et puis le rapport qui est conclusif vers de nouveaux modèles socio-économiques qui avait été partagé dans le cadre de la plateforme Trajectoire socio-économique. Eh bien, fort de cela, un kit pratique a été développé en partant d'une lettre ouverte aux élus locaux, justement pour les inciter à mettre cette co-construction au cœur des prochaines municipales, avec bien évidemment, au-delà du rapport sur les nouveaux modèles, tous les outils qui ont été développés, notamment dans Trajectoire socio-économique, dans la plateforme de partage des pratiques, et puis bien évidemment l'ensemble des ressources rendues lisibles et visibles, telles que je viens de les énoncer et telles que les avait invités à regarder la Fondation des territoires au dernier Salon des maires. Le deuxième événement, il a été en juillet, la 11e rencontre des pionniers des alliances en territoire sur le thème Ensemble, créons de la valeur en direct des territoires. Les catalyseurs territoriaux avaient choisi une formule très intéressante puisqu'il n'y avait aucune centralité, chaque intervenant de là où il se situait, format extrêmement intéressant, où notamment 3 ateliers, celui sur le panorama des ressources, les pratiques méthodologiques et les animations locales ont permis finalement de partager, là encore en fonction de la maturité des territoires, en rappelant que la méthode Agir ensemble en territoire fêtait en 2025 ses 15 ans, puisqu'elle avait été expérimentée respectivement à Strasbourg, Poitiers et Charenton-Saint-Maurice dès 2010. Et puis, les parcours expérientiels, qui sont ceux qui ont vocation réellement à accompagner la valorisation des pratiques déjà existantes sur les territoires. 3 ont déjà eu lieu et celui sur hybrider son modèle socio-économique territorial aura lieu du 7 du 7 octobre au 6 novembre. Et je finirai par là, slide suivant s'il vous plaît, Armel, parce qu'il est absolument essentiel aujourd'hui de bien mettre en valeur que les territoires sont très en avance et parfois bien plus en avance que certains acteurs nationaux sur
les modèles socio-économiques résilients, robustes et adaptés à leur territoire. Et ça, cet constat que nous avons fait dans les 5 ans d'expérimentation du Fonds DEDI 17, nous avons voulu le traduire de façon extrêmement concrète dans un outil pédagogique qui s'appelle ce parcours expérientiel, où on est dans une pédagogie inversée, c'est-à-dire on part de la réalité des compétences et des aptitudes que chacun des participants peut avoir pour justement l'aider à mettre en valeur ces aptitudes qui existent déjà, qui inventent les nouveaux modèles socio-économiques qui eux-mêmes sont encore très largement à inventer. Et avec nos amis et partenaires depuis plus de 10 ans de la région Grand Est, avec la JABA et avec l'ADEME, nous lançons donc ce parcours expérientiel hybridé sur modèle socio-économique territorial. Je rappelle le principe, 100% en ligne, 100% gratuit, 100% comment dirais-je, en partage de pairs, avec notamment à la fin un bel atelier le 6 novembre prochain où entre acteurs de profils extrêmement différents, le partage d'expériences pourra être fait. Si vous en voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur la plateforme Piloter l'innovation sociétale, valoriser et développer ses compétences. Et bien évidemment, vous retrouverez dans les documents de ce webinaire tout l'ensemble nécessaire pour le faire. En tous les cas, qu'il me soit permis de remercier à la fois AgroParisTech, l'ANPP Territoire de Projet, la région Grand Est, la JABA et l'ADEME pour cette nouvelle expérimentation, cette nouvelle phase, après l'avoir prototypé dans le cadre de chef de projet innovation territoriale pendant 5 ans. Maintenant, nous allons pouvoir le développer à partir d'octobre et nous en sommes tout à fait fiers. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des acteurs très concrètement engagés sur les territoires. Et qui de mieux que les acteurs engagés sur les territoires que les associations, ce qui nous amène à notre deuxième partenaire de ce webinaire. Merci Sylvain Rigaud, vous êtes délégué général du réseau national des maisons des associations, partenaire historique des travaux de recherche sur la co-construction territoriale depuis 2010. Et vous avez à vos côtés Fanny Alekerian, qui est coordinatrice du réseau d'échange et de services des associations du Pays de Morlaix, de Rézam, et Faustine Bligny, qui est coordinatrice jeunesse et numérique, référente départementale Numéris Asso à la Maison des associations d'Amiens Métropole. Soyez tous les trois très largement remerciés de votre participation à ce 50e webinaire. Nous sommes impatients de vous entendre. Merci Charles Benoît, remerciements partagés voilà, pour l'invitation à intervenir aujourd'hui et présenter un petit peu effectivement ce que fait le réseau national des maisons des associations sur ces questions. Donc je vais peut-être commencer par là, présenter un petit peu notre approche et puis situer un peu le cadre de mon intervention. En fait, la manière dont nous appréhendons la notion de territoire se fait vraiment au travers de ces questions des dynamiques de coopération, des logiques de co-construction. Et la vie associative est pour nous un levier essentiel de ces coopérations. Et pour cela, je vais peut-être commencer par présenter un petit peu ce que sont les maisons des associations, pour expliquer un petit peu justement le rôle qu'elles peuvent avoir sur les territoires comme tiers facilitatrices et dans les différentes dynamiques qu'elles peuvent créer. Je les situerai à 3 niveaux. D'abord au niveau des individus, parce que les maisons des associations vont permettre d'accompagner l'individu vers l'engagement dans cette logique d'éducation populaire. Il y a beaucoup de formations, on le verra tout à l'heure au travers de la question d'EVA, la plateforme d'e-learning qu'on pourra vous présenter. C'est aussi des espaces d'expérimentation, hein, amenés vers l'association, vers la capacité à prendre des responsabilités, à développer des compétences, dans cette logique qui est toujours de renforcer le pouvoir d'agir des individus et des citoyens.
Deuxième niveau, c'est le niveau des associations, parce que les maisons d'association vont soutenir la vitalité des associations sur un territoire. Elles vont renforcer le rôle structurant que peuvent avoir les associations sur le territoire et elles vont leur permettre de déployer pleinement leurs projets à différents niveaux et donc de contribuer à la solidarité locale et au lien social. Dernier niveau pour le travail des maisons des associations, qui sont la question du territoire, de la manière dont elles agissent justement en coopération et en co-construction sur les territoires et qu'elles vont permettre de renforcer les relations entre les associations, les collectivités, les acteurs locaux dans leur ensemble, et comme ça de répondre aux enjeux du territoire. Mais je ne vais pas développer plus là parce que ça va être une partie de ma présentation. Donc l'action du RNMA et des maisons des associations, elle vise vraiment à soutenir, structurer et valoriser ces dynamiques de coopération et de co-construction territoriale qui pour nous sont un enjeu majeur à différents niveaux, à la fois pour les associations parce qu'elles vont permettre, on a un enjeu de renforcer ces stratégies d'alliance des associations parce que c'est un des piliers du modèle socio-économique des associations et donc il y a un enjeu aux côtés du bénévolat, aux côtés des ressources financières, de développer cette dimension coopérative du monde associatif pour se renforcer. On le voit bien dans le contexte actuel, il y a des difficultés dans le monde associatif, budgétaires notamment. Ces questions des alliances sont vraiment certainement une piste à explorer pour consolider un peu les associations. Pour les territoires également, cette question de la coopération est aujourd'hui un enjeu majeur parce que on voit bien que les territoires sont face à des défis complexes auxquels un seul acteur n'est pas en capacité de répondre. Et donc c'est bien par la coopération, par le travail à plusieurs, qu'on peut inventer des réponses à ces enjeux. Et enfin, dernier enjeu, qui est celui d'installer durablement une culture de la coopération pour l'inscrire aussi en réponse aux logiques croissantes de mise en concurrence qu'on voit dans le secteur associatif. C'est une tendance à la marchandisation qui est relativement bien documentée aujourd'hui au travers des travaux de Viviane Jarnono, qui est chercheuse au CNRS et qui produit des paysages associatifs régulièrement et qui montre bien la substitution progressive de la subvention par la commande publique. Et de la même manière, dans le rapport l'avis du CESE, du Conseil économique, social et environnemental, avis qui s'appelle le financement des associations, une urgence démocratique. Pareil, il y a des alertes sur cette marchandisation du monde associatif. Donc voilà, il nous semble aujourd'hui important de pouvoir opposer à ces logiques concurrentielles des logiques coopératives qui vont venir renforcer aussi les territoires et le monde associatif plus particulièrement. Au niveau du réseau, nous, on a travaillé cela autour de 3 objectifs stratégiques. On a vraiment inscrit cette question de la coopération comme un axe stratégique et on l'a décliné en 3 sous-objectifs. Le premier qui est de renforcer la production de connaissances sur la vie associative à l'échelle locale. Pour nous, c'est un aspect essentiel de construire cette vision partagée, parce que sans cette connaissance partagée, sans cette vision partagée des réalités, il n'y a pas de coopération possible. Il faut d'abord s'accorder sur les constats et sur les réalités pour pouvoir se projeter. Deuxième dimension, développer une culture de la coopération et de la co-construction. Alors là, on l'illustrera avec la question de la catalyse et justement de cette question de comment on connecte des écosystèmes territoriaux les uns aux autres et de quelles compétences ça requiert. Et donc, nous aussi, de la manière dont on appréhende cette fonction de catalyseur territorial et comment on l'inscrit aussi dans la reconnaissance d'un métier qui est celui d'accompagnateur à la vie associative.
Et dernière dimension, renforcer les compétences et outiller les acteurs de l'accompagnement. Là, on l'illustrera par la plateforme EVA d'e-learning et la vie associative, qui est un outil à la fois de formation, certes, des bénévoles associatifs, mais aussi un outil de coopération entre les acteurs. Et c'est bien cette dimension aussi de coopération qui va nous intéresser au travers de cette plateforme. On peut passer voilà, sur les observatoires locaux. Donc peut-être présenter un petit peu la démarche avant de laisser la parole à Fanny qui nous présentera plus concrètement la manière dont ça s'est mis en œuvre sur le pays de Morlaix. C'est une démarche qui est née d'un constat assez simple, c'est qu'on connaît très mal le tissu associatif d'un territoire, avec autant au niveau national, on a fait des progrès avec les travaux de Viviane Charnonog notamment, autant à l'échelle locale, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Le problème, c'est que comment on peut agir sur un territoire si on ne connaît pas la structuration du tissu associatif, si on ne connaît pas ses besoins. Donc, il nous a semblé vraiment essentiel de développer cet outil à la fois pour l'action publique, mais aussi pour l'action associative, comme un outil vraiment d'aide à la décision. C'est donc en 2006 qu'on a développé cette démarche d'observation locale de la vie associative en s'appuyant sur les travaux de Viviane Charnonog, en déclinant cette méthodologie nationale à l'échelle locale. Et donc méthodologie qui s'appuie vraiment sur deux jambes. Une première qui est une enquête par questionnaire auprès des associations. Donc là, l'idée, c'est de construire cette matière, d'essayer d'objectiver un peu les réalités associatives et les besoins du territoire. Et la deuxième jambe, c'est la dynamique interacteur, c'est ces dynamiques de coopération pour à la fois co-construire la démarche et s'approprier ces résultats d'enquête. Parce que si on veut que demain, on cherche à trouver des réponses collectives à ces besoins, c'est bien en permettant aux uns et aux autres de s'approprier ces enjeux. Donc, je vais peut-être te laisser la parole, Fanny, pour présenter un peu l'exemple de l'Observatoire sur le pays de Morlaix. Merci Sylvain. Donc Fanny, je suis coordinatrice salariée de RESAM, qui est la maison des associations du pays de Morlaix, une maison des associations associatives. On peut dire qu'il y a la coopération dans son ADN, puisque c'est une association qui est née dans une dynamique de co-construction par les associations elles-mêmes pour répondre à leurs besoins il y a maintenant 25 ans. Donc oui, on a déployé un observatoire local de la vie associative donc déjà depuis septembre 2024. Pour nous, c'est la première fois qu'on le faisait. On est tout nouveau adhérent depuis 2-3 ans au réseau national des maisons des associations et à travers cet outil, donc l'OLVA, on a vu la possibilité déjà de pouvoir mieux connaître le territoire et mieux y répondre aux enjeux du monde associatif. Mais pour connaître son territoire, par où est-ce qu'on commence en fait en tant que maison des associations? Même animer une démarche de coopération, on a besoin d'outils ou en tout cas un prétexte. Et l'OLVA est un bon prétexte. Un bon prétexte pour nous reconnecter avec le tissu associatif local, comprendre si on continue de vraiment y répondre à leurs besoins en tant que maison des associations, et aussi pouvoir mobiliser les collectivités locales qui sont les premières institutions en lien avec les associations. Effectivement, comme on a pu le dire, on ne peut pas répondre seul aux besoins des associations. Du coup, on a besoin de construire des réponses co-construites. Donc, en gros, on a, avant même le lancement du questionnaire, puisque l'Observatoire local de la vie associative, ça commence par un questionnaire, mais évidemment, ça ne s'arrête pas avec ce questionnaire. On a été vers les collectivités locales, vers les têtes de réseau associatives et vers les institutions comme la caisse d'allocation familiale qui peuvent avoir des liens avec les associations pour s'interroger sur qu'est-ce qu'on voulait connaître du tissu associatif et
du coup construire aussi le questionnaire ensemble. C'est pas évident de mobiliser sur la construction d'un questionnaire, parce que ça semble assez peu concret. Mais toujours est-il qu'on a réussi à avoir quelques élus et agents des collectivités territoriales qui étaient intéressés. Le contexte avec les prochaines élections municipales fait qu'il y avait aussi un besoin de pouvoir alimenter des projets politiques. Donc tout de suite, ça a été une démarche ouverte. Donc le questionnaire, on l'a diffusé entre septembre et décembre 2024. Et ensuite, au moment où on a eu une première infographie avec des premiers résultats, c'est quelque chose qui nous a servi pour faire de l'aller vers. On avait ce besoin, alors à la fois en tant que salarié du Résam, mais aussi en tant qu'élu associatif du Résam et membre, de se sentir un peu légitimé, d'avoir du contenu, en tout cas, des données à aller présenter pour pouvoir aller vers les associations. Du coup, c'est un peu on est encore dedans dans cette démarche-là, puisque les premiers résultats, on les partage depuis le mois de mai, mais en fait, comme on l'a dit, la coopération, c'est un temps long. On a beau organiser des réunions publiques de partage des résultats, à vrai dire, il y a assez peu de monde qui y viennent. Donc, en fait, c'est tout un travail de fourmi et d'aller vers qu'on est en train de faire maintenant. Donc, par exemple, j'ai intervenu avec une de mes administratrices du Résam dans une commission cohésion sociale de l'EPCI au mois de mai pour rencontrer les élus, leur partager les résultats. On a été du coup sur les forums des associations. Nous, Pays de Morlaix, c'est 59 communes. Dans les communes pour afficher les résultats, en discuter avec les associations, faire des porteurs de parole. On a également lancé des nouveaux questionnaires, puisque le questionnaire permet d'avoir une vision globale, mais en fait, on se rend compte assez vite qu'il y a des éléments qu'on a besoin d'approfondir, notamment sur toute la question des besoins de financement des associations. D'accord, les associations ont besoin de financement, on le sait, les chiffres le montrent, mais c'est quoi le besoin derrière? Donc, un questionnaire supplémentaire. En fait, le questionnaire, c'est vraiment une porte ouverte vers plein de suites, plein d'ateliers, de groupes de travail, mais c'est ça qui est absolument passionnant. Et je trouve que, à vrai dire, c'est un bon outil quand on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Parce que parfois, la coopération, on n'est pas outillé forcément, on n'a pas les compétences, on ne sait pas sur quel sujet on peut inviter à coopérer. Sur la vie associative, l'outil du réseau national des maisons des associations est tout à fait pertinent. Peut-être pour partager un peu les freins, parce que je disais, il y a quand même une difficulté permanente de mobilisation autour de ce sujet. Notamment, on identifie un peu de freins vis-à-vis des collectivités. Je pense que, notamment dans ce contexte de diminution des financements, on a senti, nous, sur notre territoire, un fossé qui s'est créé entre le monde associatif et les élus. Aussi, je pense, de la part des élus, des craintes d'être interpellés. Et pour nous, l'Observatoire local de la vie associative, c'était l'idée de créer du dialogue structuré et un peu serein, notamment sur la question des financements, qui sont une vraie question sur notre territoire, et aussi nous permettre de redire aux collectivités qu'elles ne sont pas seules, en fait, pour répondre à ces besoins de financement. Peut-être qu'on peut imaginer d'autres pistes et inviter les associations à réfléchir sur ces autres pistes pour rester quand même souverain dans le financement des projets associatifs en local. Je parlais de co-construction, ce frein persistant un peu, notamment des collectivités pour s'engager dans ces démarches-là. Quand c'est un acteur associatif qui porte, en fait, c'est difficile pour nous d'aller chercher les élus, à vrai dire, les élus des collectivités. Aussi, c'est un territoire qui est large et disparate. J'ai dit 59 communes. Donc il y a une vision du territoire qui est différente. Et je terminerai par un petit exemple. C'est vrai qu'on a été un peu frustrés, notamment au dernier forum des associations de Morlaix, qui est vraiment la ville-centre sur notre territoire, où pour afficher les résultats de l'Observatoire local de la vie associative, on nous a donné le mur des toilettes.
Voilà. Pour vous dire un peu encore le décalage entre ce que nous, maisons des associations associatives, on peut porter et peut-être comment les élus peuvent aussi s'approprier derrière cette démarche. Et l'enjeu maintenant, parce que la démarche n'est pas terminée, donc c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on amène de la co-responsabilité dans la création de réponses collectives pour répondre aux besoins des associations. Mais voilà, un travail de fourmi et d'aller vers qui s'inscrit dans un temps qui est long. Si je puis me permettre une question, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Si je puis me permettre une petite question, vous avez en parallèle finalement développé une expérimentation extrêmement innovante avec le réseau national des maisons des associations et la Fonda. Est-ce que justement la construction en parallèle de cet outil d'observation finalement comment c'est venu renforcer cette expérimentation de co-construction territoriale que vous meniez? Est-ce que ça a été un outil, un levier très important? Enfin, comment vous le situez, ces deux démarches, l'une avec l'autre, puisqu'elles sont concomitantes sur votre territoire? Tout à fait. On en a même une autre en ce moment même autour de la jeunesse. Et du coup, peut-être on va être un petit peu gêné, mais il y a toutes les structures jeunesse qui se mettent en ordre de marche pour accueillir 250 étudiants de tout le territoire. Donc je pense que plus il y a de portes de coopération et d'espaces de coopération, et effectivement, plus ça s'enrichit les uns les autres. Ce qui était intéressant sur la démarche de la communauté d'action avec l'appui de la Fonda, c'était le fait qu'on arrivait aussi à toucher des citoyens qui du coup n'est pas forcément notre cœur de public à la Maison des associations. On s'adresse plutôt à des dirigeants associatifs, des collectifs. Et là, je pense qu'on est venu aussi créer davantage de liens avec une parole citoyenne qui était un peu mise de côté. On a eu l'occasion de travailler avec des élus qui sont du coup plus en charge des transitions écologiques, alors que sur la démarche de l'Observatoire local de la vie associative, on visait les élus à la cohésion sociale ou à la vie associative. Du coup, disons que le lien ne s'est pas fait avec ces autres élus, mais toujours est-il que le fait d'avoir un acteur extérieur, en l'occurrence la Fonda, je pense que ça a été plus simple de mobiliser les élus. Et sur la démarche d'Observatoire local de la vie associative, on est porteur, nous, et du coup, on voit en parallèle que il y a plus de freins. Voilà. Donc, je pense qu'avoir un acteur extérieur, ça peut aider finalement à, disons, mettre de l'huile dans les rouages de la coopération. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Fanny. Et puis, tu me fais une excellente transition vers la suite de mon propos, parce que l'idée était de passer sur la question de la catalyse territoriale et justement, avec cette question, tu le verras, du tiers facilitateur, de la personne qui va animer aussi cette catalyse territoriale. Parce que c'est un sujet qui nous est cher, qu'on a beaucoup travaillé avec le rameau tout particulièrement, et qu'on a travaillé à l'occasion des rencontres nationales qu'on a organisées en 2023 à La Réunion. Et on citait en introduction la Maison des Assos de Saint-Benoît qui nous a accueillis à cette époque-là. Et donc, ça a été des travaux très riches dont vous pouvez retrouver l'ensemble de la restitution sur le site, sur un site dédié. Vous verrez, il y a beaucoup de ressources, beaucoup d'exemples concrets, donc voilà, qui peuvent être mis à disposition des différents acteurs locaux. Cette question de la catalyse, c'est vraiment celle du rôle d'intermédiaire, comment est-ce qu'on va réussir à connecter les différents mondes au niveau d'un territoire, les associations, les collectivités, les entreprises, le monde académique, les chercheurs, les citoyens,
autour des défis du territoire. Et ça suppose à la fois d'arriver à créer de la confiance entre ces différents types d'acteurs. Je pense que ça ressortait aussi de ton témoignage, Fanny, avec les difficultés à se connecter parfois avec un certain nombre de collectivités, et à favoriser à la fois l'interconnaissance et la capacité à identifier et faire émerger des projets collectifs. Et donc en cela, les maisons des associations peuvent être des catalyseurs territoriaux, et de plus en plus, c'est des postures qu'elles adoptent, à la fois en mobilisant autour des enjeux partagés. On voit bien que à travers d'un Nolva, par exemple, on va être en capacité d'identifier un certain nombre d'enjeux du territoire et de réfléchir ensuite à comment on se met en ordre de bataille pour y répondre. Mais aussi en facilitant la mise en relation des différents écosystèmes. Et là, la vie associative est un outil extrêmement utile parce qu'un outil de transversalité. Le fait que les associations agissent dans différents domaines, elles sont en capacité en fait d'être en contact avec une véritable, un panel très large en fait d'acteurs. Fanny, tu l'as pas mentionné, l'objet de la communauté d'action, mais qui était justement la question de l'alimentation et de la transition écologique sur le territoire. Voilà, on voit que quand on touche à cet aspect de l'alimentation, en fait, on va toucher à la fois des producteurs, des consommateurs, des intermédiaires, des distributeurs, les citoyens, et on voit bien que on touche un panel très large d'acteurs, et c'est cette capacité qu'ont les maisons des associations à connecter tout ça qui en font des catalyseurs intéressants. Dernier point, donc c'est justement de faire émerger ces projets. Alors les maisons n'en sont pas forcément à l'initiative, elles ne sont pas porteurs directs de ces projets, mais elles ont cette fonction d'accompagnement de ces projets, ce qui est le cœur de leur activité, hein. Les maisons d'asso accompagnent des associations d'abord, etc. Mais là, elles sont dans l'accompagnement d'un projet de territoire, et c'est la fonction que rappelait Fanny de tiers facilitateur, qui est si essentielle dans ces projets-là. Donc c'est un rôle un peu discret parfois. L'accompagnement, c'est aussi laisser les autres faire et accompagner, être là au bon moment, voilà, tenir la main quand il faut, et puis laisser faire et créer de l'autonomie à d'autres moments. Mais c'est un rôle discret, mais vraiment essentiel dans cette dynamique-là. Et c'est un rôle qui demande un certain nombre de compétences. Et c'est pourquoi on a vraiment réfléchi à comment on était en capacité de le structurer et de le faire reconnaître, parce que en parallèle de ce chantier des différents chantiers qu'on a sur la coopération, on a un autre chantier sur la reconnaissance du métier d'accompagnateur, parce que on voit bien que le métier d'accompagnateur à la vie associative est en évolution, hein, là où on l'imagine de manière un peu traditionnelle comme on va accompagner une association à se développer, à créer ses statuts, à monter ses projets, etc. Aujourd'hui, c'est en évolution, et on voit bien que cette notion de catalyse territoriale, notamment, est une des nouvelles dynamiques du métier, et vient connecter en fait ce métier aux questions du développement local. On s'est donc interrogé comment aujourd'hui mieux le faire reconnaître. Et donc, on va travailler dans deux sens. D'un côté, du côté de l'écosystème de l'emploi, comment on va le faire reconnaître comme un métier à part entière, donc obtenir notamment un code ROM qui va permettre voilà, de structurer le métier, d'avoir un référentiel de compétences, etc. Et de favoriser en fait toutes les filières d'emploi, hein, parce que les enjeux de recrutement dans le secteur sont importantes.
et aussi comment développer de la formation autour de ce métier. Donc là, c'est plutôt une reconnaissance au RNCP sur le répertoire des compétences professionnelles et de créer des formations dédiées, alors à la fois des formations initiales qui vont permettre à des jeunes de se former dans ces métiers-là, mais aussi des formations continues et de la reconnaissance des compétences aussi existantes chez les formateurs actuels. Donc voilà, c'est un chantier qu'on mène aujourd'hui pour essayer justement d'inscrire cette question de la catalyse territoriale comme un élément essentiel de ce métier d'accompagnateur. Et on va pouvoir passer au dernier projet qu'on souhaitait présenter, qui est EVA, la plateforme e-learning vie associative, qui est un projet qui est né à Amiens, qui a été piloté initialement par la Maison des associations d'Amiens Métropole, avec le soutien d'un certain nombre de partenaires régionaux et nationaux. Et donc EVA propose en fait un certain nombre de modules en ligne inspirés du certificat de formation à la gestion associative qui en fait va aider les bénévoles à mieux gérer leur association, à se former sur les différents aspects, que ce soit la comptabilité, les ressources humaines, la gouvernance, etc. Et donc, c'est une plateforme gratuite et accessible à toutes et tous. Donc, voilà, je ne peux que vous inviter à aller la consulter et à l'utiliser ou à la transmettre à des acteurs associatifs. Et donc aujourd'hui, on est dans une dynamique où le RNMA pilote le déploiement national de cet outil en partenariat étroit donc, avec la Maison des associations d'Amiens Métropole et avec la JEBVA en parallèle du dispositif Guidasso qui reconnaît, qui labellise un certain nombre d'accompagnateurs à la vie associative sur les territoires. Et donc, EVA est aujourd'hui vu comme un outil précieux à double titre, à la fois dans sa fonction de former les bénévoles sur les territoires, mais aussi pour structurer la coopération entre les acteurs de l'accompagnement en mutualisant cette offre de formation et en la rendant accessible sur tous les territoires. Mais voilà, j'en ai déjà dit peut-être un peu trop et je vais laisser Faustine, qui est vraiment à l'initiative de cette plateforme et qui en parlera certainement beaucoup mieux que moi, nous en parler un petit peu. Non, merci Sylvain, mais sache que tu en parles très bien aussi. Donc en effet, tu l'as dit, EVA est née de premiers échanges en 2013 en ex-Picardie, justement avec un collectif, un réseau à l'époque qui s'appelait Diva Ressources, qui est aujourd'hui, qui était une version locale de ce qui est aujourd'hui Guidasso pour ceux à qui ça parle. Donc c'est un réseau d'accompagnateurs à la vie associative. Et en effet, c'était dans ce petit réseau Picard, on était plusieurs professionnels de l'accompagnement associatif, mais autant vraiment acteurs de terrain, type asso, maison des associations, qui faisaient de l'accompagnement en direct, que des partenaires publics, que le mouvement associatif Hauts-de-France aussi. Donc en fait, déjà dans ce collectif, on était différents types de structures où en fait était né le constat qu'il y avait des territoires dépourvus en formation des bénévoles, en tout cas de formation en présentiel, sauf que la formation est un levier important pour soutenir l'engagement des bénévoles et soutenir la vie associative un peu partout en France. La formation des bénévoles permet à des bénévoles aussi à être outillés, et notamment sur des prises de responsabilité et devenir élus dans des gouvernances. Et donc était venu le constat en 2013 à l'époque que oui, il y avait des territoires dépourvus et puis que des bénévoles avaient aussi des contraintes parfois de temps et en effet ou géographiques pour se former. Et donc on s'est dit pourquoi pas co-construire des modules de base accessibles à distance gratuitement et librement en auto-formation pour vraiment répondre à cette contrainte de temps des bénévoles. Et par contre, en complément, et ça a toujours été un élément important, avec du lien présentiel et un lien physique. D'où le fait que dès le début, sur EVA a été mis en avant, en fait, un lien vers des cartographies et d'acteurs locaux pour toujours créer en fait un lien de proximité.
puisque Eva n'a jamais eu vocation à se substituer à une discussion autour d'un café entre une maison des associations et un porteur de projet de son territoire. Puisqu'on se rend compte très vite aussi que quand on fait de l'accompagnement, quand on commence à tirer le fil, des fois ça amène plein de questions et plein de réponses à apporter, et que Eva se contente juste aux bases. Donc comme l'a dit Sylvain, à ce jour 11 modules de formation à la gestion associative inspirés du CFGA. Cette coopération, en tout cas en ex-Picardie, a vécu du coup pendant plus de 10 ans sur le territoire des Hauts-de-France, où il faut aussi le dire qu'en effet, Eva a toujours été très bien relayée et accompagnée par les accompagnateurs associatifs eux-mêmes, mais aussi par les partenaires, que ce soit côté État ou côté région. Pour aujourd'hui, en effet, comme l'a évoqué du coup Sylvain, pour être sur un déploiement national toujours co-construit, donc RNMA MAM et JEBVA, avec là la mise en place de différents, en tout cas c'est en train de se structurer, mais différents équipages ou groupes de travail justement pour pouvoir réfléchir collectivement et co-construire à un moment donné un déploiement qui soit aussi propre aux réalités des territoires, parce qu'on sait qu'un outil ne déploie pas forcément de la même manière d'un territoire à un autre. Il y a des configs et des structurations qui peuvent être très différentes, et de la même manière où on a envie que Eva réponde au plus près aux besoins des associations, des accompagnateurs à la vie associative, et de nouvelles cibles qu'on a très vite identifiées sur Eva, qui sont des agents de collectivité. En fait, toute personne à un moment donné qui a un pied dans la vie associative, quelle que soit finalement sa posture, et qui a besoin de monter en compétence ou demande d'acquérir les bases à la gestion d'une asso. Agent collectivité, par exemple, on le voit sur des services vie associative, où on a des agents qui arrivent dans un service, qui doivent instruire des demandes de subventions, mais qui n'ont pas forcément des connaissances de base sur comment fonctionne une asso, la 1901, et Eva peut venir aussi outiller ces agents-là. En tout cas, Eva est en effet multi-acteur, multi-structure, en tout cas, est en train d'être déployée sur tous les territoires. Donc voilà, je pense que j'en ai déjà dit pas mal. Juste peut-être une Il y a question. des questions, ouais. Oui, peut-être une question. C'était très intéressant, finalement, la triple territorialité dont vous avez parlé. D'abord, entre acteurs, finalement, du même territoire, accompagnateurs différents du même territoire. Puis, vous avez parlé d'une décennie avec la région. Et puis, aujourd'hui, le déploiement national. Peut-être, finalement, les spécificités ou les points d'attention lorsqu'on change d'échelle. Parce que, finalement, est-ce que c'est la même chose à géométrie variable, ou est-ce qu'il y a des points d'attention? On ne construit pas de la même façon au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Alors, entre l'équivalent ex-Picardie et région de France, en fait, ça a émané de époque Picardie, sur une autre config régionale qu'on connaissait bien, où en effet, il y avait déjà un réseau structuré. Réunification des régions, nous, par chance, en fait, ce travail de réseau entre acteurs de l'accompagnement et acteurs associatifs était présent depuis des années sur notre territoire. Il y a toujours eu un peu cette culture en France de faire réseau autour de la vie associative. Et en fait, il y avait aussi un réseau d'accompagnateurs en Nord-Pas-de-Calais. Donc, en fait, les deux réseaux existants ont fusionné. Donc, de ce fait, le déploiement à l'échelle régionale a été relativement aussi facilitant et facilité, dans le sens où il y avait déjà des dynamiques territoriales et déjà des dynamiques de réseau sur notre territoire. Là, on est en train de se confronter à un déploiement national où on se rend compte en effet que des dynamiques de réseau comme il existait en France, il y a sur des territoires, ça va être totalement différent, voire parfois inexistant, ou avec des configurations, en effet, pas duplicables, en tout cas comme nous on l'a fait en Hauts-de-France, et auquel cas là ça demande de s'adapter. Et là ça va être tous les enjeux, là justement, là 2025-2026, du RNMA pour le coup, surtout beaucoup sur cette mission de déploiement national, et de la JEBVA, mais de savoir justement comment on arrive à adapter en fait ce déploiement d'EVA sur des configs territoriales qui sont différentes. L'avantage d'EVA, en revanche, c'est qu'en termes de fond et de sujet, c'est très transversal, et qu'en fait le contenu va parler en revanche à toutes et à tous. Et ça, je pense que c'est en revanche un vrai point fort. C'est qu'on est vraiment sur de l'information de base et très généraliste. Il n'y a pas de spécificité régionale ou en fait tout ce genre de choses dans EVA. Voilà.
Merci beaucoup parce que c'est effectivement un point essentiel que vous évoquez. Enfin, ça rejoint les travaux vraiment numériques et territoires, c'est-à-dire comment on prend en considération aussi la tradition et les expériences déjà d'infrastructures en commun ou pas. Et on a, dans le cadre de ces webinaires, déjà fait intervenir effectivement d'autres collègues à vous de Hauts-de-France parce que effectivement, vous êtes vraiment une des régions les plus avancées sur ces questions-là. Et c'est important de le souligner aussi. C'est-à-dire de prendre le temps de construire finalement cette capacité à travailler ensemble à l'échelle finalement infra-régionale, à l'échelle régionale, et après de prendre cette considération-là de la diversité des échelles et des maturités au niveau national. Et ce que vous dites, et je crois très important, c'est finalement de regarder ça par rapport à la nature du contenu, c'est-à-dire est-ce que le contenu est très influencé ou pas finalement par la culture territoriale du sujet. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant dans ce que vous avez mis en place au niveau d'Amiens et après ouvert à plus largement, c'est effectivement cette réflexion-là. Et je pense qu'il est vraiment important de le souligner parce que souvent on pense par rapport à la réflexion du contenu et moins de la maturité des territoires à justement porter ou spécifier ce contenu. C'est vraiment une capacité. En tous les cas, merci à tous les trois pour ce remarquable témoignage. Peut-être, Sylvain, un mot de la fin pour ce temps d'animation. En tous les cas, merci. C'était vraiment les trois témoignages cumulés étaient vraiment passionnants. Tout à fait. Bah, merci Fanny Faustine pour ces partages. Peut-être juste un petit mot sur Eva pour redire à quel point il nous semble important de repartir des territoires, là, même si on est sur un déploiement national. Et c'est beaucoup de temps de discussion avec les différents territoires pour arriver, regarder ce qui se fait déjà sur le territoire, voir comment on peut intégrer Eva aux dynamiques existantes, etc. Donc je peux que renforcer cette dimension-là, même si voilà, on a aussi un enjeu national d'harmonisation et d'avoir une logique nationale, etc. Mais c'est vraiment cette question de l'aller-retour entre le territoire et le national qui me semble important. Un autre petit mot de conclusion, c'est peut-être de dire, de rappeler que vraiment la vie associative est pour nous un levier stratégique des dynamiques territoriales. On voit bien, elle contribue à renforcer la capacité collective à répondre aux défis, et ils sont nombreux, que ce soit au travers de l'observation, de la connaissance, de la mise en place de logiques coopératives et de la question de la catalyse ou de l'outillage des acteurs. On voit bien aujourd'hui instaurer cette culture de la coopération au sein d'un territoire peut dessiner une trajectoire socio-économique à la fois plus solidaire, plus durable et plus inclusive. Et je pense qu'on a là-dessus de gros enjeux à développer ces modalités de travail en commun. Un immense merci Sylvain. Je crois que on partage vraiment cette analyse de la place des associations dans cette co-construction et ça va nous amener aux actualités du mois puisqu'il y a d'autres acteurs qui ont des actualités tout à fait riches et pour nous commenter, Armelle de Roton, peut-être pouvez-vous nous rappeler finalement la dynamique de cette actualité du mois et nous présenter nos invités. Merci Charles Benoît. Alors, je vous rappelle, peut-être que vous le savez déjà tous par cœur, l'animation de la connaissance. L'animation de la connaissance est structurée en 4 temps. D'abord, une information hebdomadaire à travers les jeudis de l'ODD 17. Chaque semaine, vous avez accès à une actualité, un portrait et un outil. Une information aussi qui est mensuelle, avec notamment le webinaire le 3e jeudi du mois tel qu'il est là aujourd'hui, et le podcast du journaliste Patrick Longchamp. Une information également trimestrielle avec le bulletin de veille et d'analyse de l'innovation sociétale. Et enfin, une information annuelle autour de 2 dossiers annuels publiés dans Juris Association. Un en juillet sur les modèles socio-économiques d'intérêt général et un en novembre sur les coopérations territoriales. Vous pouvez trouver toute l'animation des connaissances sur le site odd17.org. L'actualité du mois, le 8e défi, vous avez pu le découvrir le jeudi 4 septembre dernier.
Ce mois-ci, le défi porte sur habiter la planète ici et là-bas. Dès aujourd'hui, d'ici une petite heure, vous aurez accès à la monographie du mois, la monographie de l'ADASI, issue du guide illustratif sur les modèles socio-économiques d'intérêt général. Et aujourd'hui, vous découvrez la monographie de l'ADIL. La semaine prochaine, pour fêter dignement le 10e anniversaire de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, vous pourrez découvrir dans le jeudi l'interview de Cécile Dublanche sur les élus locaux, les femmes élues locales. Vous découvrirez également le podcast du mois du journaliste Patrick Longchamp. Les actualités du mois, ce sont aussi les premières rencontres nationales de la coopération territoriale. Simon-Luc, est-ce que vous êtes disponible pour nous en parler? Je suis là. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner un instant de parole pour présenter cet événement. Je vais essayer de le faire assez brièvement. Donc, les rencontres nationales de la coopération territoriale, c'était la première édition en 2025. Nous l'avons organisée, le comité 21, en partenariat avec la NCT, la NPP Territoire de Projet, le CEREMA, le CGDD et le RAMO. Et c'était vraiment une initiative qui était fondée sur une conviction forte, qui a d'ailleurs été rappelée par François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, lors de son allocution le 28 août, que transition écologique, cohésion sociale, attractivité des territoires, aucun de ces défis ne peut être relevé seul. Et donc la coopération entre les acteurs des territoires, c'est véritablement un levier de transformation. On a pensé l'événement en deux temps. Enfin, d'abord, il devait être un seul temps, mais finalement, c'est devenu deux temps. On a eu un événement public qui s'est tenu le 28 août en ligne, dont les objectifs étaient de valoriser les coopérations et aussi transmettre des outils avec trois approches selon les besoins, s'initier aux coopérations, former ou innover. On a aussi eu un deuxième temps qui était des ateliers de travail qui se sont tenus la semaine dernière, le 11 septembre. Et là, les objectifs, c'était de réunir les réseaux nationaux et pour mieux se connaître, envisager des pistes de travail communes pour faciliter les coopérations sur le terrain. Alors, je vais d'abord, en quelques mots, présenter un peu les enseignements, je dirais, qu'on peut tirer du 28 août, même si évidemment, la richesse de l'événement fait que c'est difficile d'en faire le tour. Et donc, ce sera forcément partiel. Premier enseignement, je dirais d'abord, à mon sens, c'est vraiment l'envie et l'enthousiasme qui est né dans le comité de coordination. Quand on a proposé d'organiser cet événement, ça a rencontré beaucoup d'échos, beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir aussi à travailler ensemble et à valoriser les coopérations. Et donc ça, c'était vraiment très, très plaisant. Et donc, on voit que la coopération est mobilisatrice. Et je salue l'implication décisive du RAMO aussi pour animer ce comité de coordination et proposer des idées. C'était extrêmement agréable de travailler avec vous. Il y a eu une large participation aussi lors de la journée du 28 août. Il y a eu beaucoup d'inscrits, beaucoup de présents. Donc, ça montre l'intérêt du public, ça montre l'intérêt des réseaux. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Deuxième enseignement, ça c'est quelque chose que vous savez évidemment, mais ça vaut la peine de le redire. Il y a une grande diversité des territoires qui correspond à une grande diversité des formes de coopération et inversement. Toutes les coopérations qui ont été présentées montrent donc une grande variété, que ce soit en termes d'échelle, d'initiatives, d'acteurs. Et la coopération, elle varie vraiment selon les territoires, selon leurs besoins. Mais elle permet aussi de relier les territoires, de répondre à une fracture territoriale. Donc qu'on soit en présence d'initiatives très locales ou alors de choses plus larges, de contrats de réciprocité par exemple entre les métropoles, les zones rurales, la coopération, ça apparaît vraiment comme un levier essentiel pour recréer du lien, équilibrer des dynamiques, renforcer les solidarités entre les territoires. Donc, ce n'est pas forcément juste une multiplicité d'initiatives éclatées, c'est vraiment aussi quelque chose qui permet de relier. Troisième enseignement, il faut articuler sans les opposer les initiatives territoriales et le cadre national. Les territoires, ils ont vraiment une capacité d'initiative, une capacité d'innovation. Philippe de Sertine disait un nouveau modèle de développement se dessine sur le terrain et le nouveau modèle ne va pas être imposé du sommet d'une pyramide, il va être inventé par les acteurs territoriaux eux-mêmes, je le cite. Et François Rebsamen, de façon un peu complémentaire, disait l'État se doit de créer les conditions du dialogue et du partenariat afin de favoriser la diffusion des bonnes pratiques et la montée en compétences des territoires. Donc, loin de s'opposer à notre sens, la capacité d'innovation des territoires peut être renforcée par l'action des acteurs étatiques. Évidemment, il y a une coordination à trouver. Les deux logiques ne sont pas les mêmes, mais c'est tout à fait complémentaire et ça permet les synergies. Quatrième enseignement,
la coopération, ce n'est pas une théorie, mais une pratique. Les coopérations territoriales se vivent plutôt qu'elles ne se disent ou qu'elles ne s'enseignent. Ça a vraiment été au cœur d'un de nos parcours sur la formation. Alors, ça ne signifie pas évidemment ce que je viens de dire, qu'il ne faille pas sensibiliser et former, bien au contraire, mais c'est toujours en lien avec la pratique. Et ce qu'on voit vraiment dans toutes les expériences, c'est que c'est les opportunités, c'est les projets concrets qui incitent les gens à s'ouvrir, qui créent les liens et qui mettent en mouvement. Cinquième enseignement, le temps est un allié. Ça, je ne vous surprends pas, évidemment, mais c'est vraiment revenu très souvent. Le temps, c'est vraiment la clé de réussite dans les coopérations. Les coopérations, elles ont besoin de continuité, elles ont besoin de créer la confiance. Et tout ça, ça implique du temps et ça implique aussi le droit à l'erreur. C'est quelque chose qui est revenu également. Il faut s'autoriser peut-être à cheminer avec des hésitations, mais le tout, c'est de contribuer à avancer. Et là, je cite un participant d'un des parcours. Euh, pour conclure sur ce 28 août, je dirais le défi, c'est peut-être dans les coopérations de donner de la cohérence au foisonnement. J'avais commencé un peu par cette idée-là. Ça a été soulevé par Laurent Riotor en conclusion de notre troisième parcours. Il y a vraiment une richesse des formes de coopération qui vont d'initiatives locales informelles à des dispositifs plus structurés. L'enjeu majeur, selon Laurent Riotor, c'est vraiment de passer d'un puzzle d'actions dispersées à une transition territoriale apprenante qui va mettre en cohérence les initiatives et qui leur donne une portée transformatrice. J'ai dit en commençant que la coopération permettait de créer ces liens, mais évidemment, c'est tout un travail quand même de mise en cohérence qui n'est pas forcément évident. Et à l'échelle d'un territoire, comment donner de la cohérence à toutes les initiatives, c'est un vrai travail et un vrai défi. Quelques mots très rapidement sur le 11 septembre, donc la rencontre des réseaux nationaux. Nous avons souhaité réunir des réseaux de collectivités, donc réseaux d'élus, d'agents, réseaux d'entreprises, réseaux d'associations. Parmi les invités et participants, il y avait l'AMF, la NPP, France Urbaine, le MEDEF, la CJD, le Réseau national des maisons des associations. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu être présent, mais on a quand même eu un beau panel de participants. Et surtout, ce n'est pas la dernière réunion, c'est plutôt une première, ou en tout cas, on souhaite créer une habitude de se rencontrer régulièrement. En tout cas, la première question qu'on a souhaité poser aux participants de ces ateliers, c'était comment mieux coordonner le travail des réseaux afin de favoriser les coopérations dans les territoires. Les sujets qui ont émergé des travaux des ateliers, ça a été de travailler sur comment montrer la plus-value de la coopération et bâtir des récits pour inspirer. Autre sujet, travailler le positionnement des uns et des autres, ce que nous avons en commun, ce qui nous distingue, être bien au clair sur ça parce que ça permet les coopérations. Et enfin, troisième sujet, structurer les liens et faire vivre les coopérations à travers des projets concrets, comme par exemple ont été ces rencontres nationales de la coopération territoriale, qui a été une occasion de réunir les différents réseaux en tout cas. Et donc l'idée de partir de projets concrets pour favoriser les liens et les habitudes de travail. Et donc les RNCT étant passés, c'était certes la première édition, on pourra en refaire, mais un nouveau chantier est à inventer pour rapprocher les réseaux autour d'un projet très concret. Et vraiment dernière chose qui est apparue à travers ces rencontres, c'est l'envie, je crois, de travailler ensemble et de continuer de se retrouver pour avancer sur tous ces sujets. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Simon, vous nous donnez vraiment envie d'aller découvrir les assises. Je pense qu'on pourra assez rapidement aller les retrouver sur le site du Comité 21. Oui, si vous allez sur le site du Comité 21, effectivement, merci de me le rappeler, vous trouverez tous les replays de la journée et très prochainement, sans doute en fin de semaine prochaine, vous aurez également les synthèses écrites. Merci. L'actualité du mois, ce sont également 3 forums convergence à l'international durant cet été. Nassim Slimani, c'est à vous. Bonjour à tous et à toutes. Merci alors donc déjà à toutes les personnes qui ont intervenu durant ce webinaire. Donc c'était très intéressant. Merci pour ça et merci également au Rameau pour cette invitation et de nous permettre aussi de mettre en valeur nos activités. Donc oui, comme vous avez pu le dire, Armel, donc 3 forums convergence à l'international cet été, donc un agenda assez riche de notre côté, avec notamment la tenue de notre premier forum de la société civile
au Congo-Brazzaville, qui a eu donc un très bon accueil de la part de la société civile, mais des autres acteurs aussi qu'on rassemble donc, lors de nos forums, donc, que sont donc, le secteur privé, public, académique, médiatique et associatif bien sûr. Donc voilà, donc, un forum sur une semaine qui a été co-organisé avec nos partenaires sur place, Acted, l'organisme congolais des droits humains et ainsi que l'ambassade de France au Congo. Donc voilà, ce forum a permis de rassembler plus ou moins entre 400 et 500 personnes sur 4-5 jours. On a proposé une dizaine de sessions qui tournaient autour de l'agriculture, de l'eau, de l'égalité de genre, de la formation professionnelle. Enfin voilà, vraiment, donc on a essayé de couvrir un maximum d'ODD. Et aussi avec la tenue donc, de divers ateliers, pardon, notamment la fresque du climat, la fresque de la biodiversité, un atelier également pour intégrer la question du genre dans les micro-projets. Donc voilà, donc un très très bon forum. Maintenant, la suite de cet événement est donc de toujours garder une dynamique multi-acteurs en proposant une publication qui sera publiée donc d'ici début octobre et qui sera présentée lors d'un événement aussi sur place à Brazzaville. L'idée, bien sûr, donc de présenter un peu les résultats et enfin, surtout les résultats des discussions et des échanges qu'il y a eu lors donc, des différentes sessions, des différents ateliers. Une partie un peu plus présentation des organisations de la société civile qui sont accompagnées dans le cadre de ce projet financé par l'Union européenne. Et enfin, une troisième partie permettant de présenter également nos co-organisateurs donc des différentes sessions comme outil de valorisation, de communication des activités et des projets qu'il ou elle mène dans le contexte local. Donc ce lancement aura lieu en octobre et on vous partagera bien sûr, enfin toutes les informations seront partageables et consultables sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Ensuite, on a eu la tenue de notre 6e édition du forum Tunisie Convergence, qui a eu pour thème cette année l'économie circulaire, la RSE et toujours un aspect entrepreneuriat social et solidaire. Donc, dans le cadre de ce forum, on a eu à peu près 700 participants autour d'une dizaine de sessions. Donc des sessions voilà, qui abordaient et traitaient vraiment les trois thématiques principales que j'ai présentées, l'économie circulaire, la RSE et l'entrepreneuriat social et solidaire. Donc voilà, donc 6e édition qui a été très bien accueillie, notamment aussi par les acteurs locaux, donc toujours associatifs, privés, publics, académiques et institutionnels. Donc voilà, une très bonne édition et qui va donner naissance notamment à la mise en place d'une maison 3.0, donc une initiative qui est lancée par notre organisation sœur Acted. Donc les maisons 3.0 sont vraiment des espaces, des hubs d'échange, de formation, d'incubation également pour les porteurs de projets entrepreneuriaux à impact. Et donc l'idée, c'est donc de faire vivre un peu cette convergence, cette dynamique multi-acteurs tout au long de l'année et qui donnera aussi naissance peut-être à des projets qui seront présentés lors de nos forums qui ont lieu une fois par an en Tunisie. Et enfin, donc le plus gros, on va dire, de nos forums de cet été, qui était donc le forum Jeunesse et démocratie, qui a eu lieu donc, du 18 au 20 août dernier à Brasilia et qui faisait partie intégrante de la saison France-Brésil, donc qui est lancée par l'Institut français. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons été accompagnés par une quarantaine de jeunes Français et une quarantaine de jeunes Brésiliens qui ont construit ce forum. Donc c'est-à-dire l'aspect programmatique. Enfin voilà, vraiment, c'est eux qui ont initié un peu les discussions et en gros le programme de ce forum. Donc ces jeunes-là ont eu également l'occasion de se rencontrer à Brasilia lors de cette date de forum. Et on a eu à peu près une dizaine de sessions également entre des ciné-débats, des tables rondes, des keynotes, des ateliers de co-construction et d'identification notamment de recommandations, puisque l'idée c'était que ces jeunes-là puissent travailler ensemble et puissent faire naître des recommandations donc, sur 4 thématiques principales, lutte contre la désinformation, l'égalité de genre, la culture et la démocratie et l'entrepreneuriat social et solidaire.
Et donc, on a eu à la fin donc, de ce forum-là une trentaine de recommandations qui ont été issues donc, de ces jeunes-là, qu'on a réparties donc, en fonction de ces 4 thématiques, et qui ont été présentées à différents ministres locaux brésiliens, donc ministre de la Culture et ministre de l'Égalité de genre. Et pour nous, côté français, on a remis ces recommandations à l'ambassadeur de France au Brésil, qui remettra donc ces recommandations aux différents ministères respectifs en France. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je suis désolée de vous couper, mais le temps tourne et nous avons 2 petites minutes pour entendre Yann Keinec, délégué général de l'ADMICAL, sur les actualités du mois. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Alors, je vais faire très vite. Je comprends que le temps est contraint. Pour être visuel, est-ce que vous me permettez de partager mon écran très, très rapidement? Allez-y. Ah, merci. C'est juste pour vous parler quand même de notre événement des 2 et 3 octobre prochains, le Mécène Forum. Donc, juste pour vous donner à voir, il suffit de regarder le sous-titre pour constater que nous sommes en phase sur les différents enjeux que nous adressons tous ensemble de différentes manières. Territoire de mécénat. Donc, la programmation des 2 jours, donc les 2 et 3 octobre à Lille, à Marc-en-Barœul, pour être très exact, à la Cité des Échanges, seront vraiment dédiés aux dynamiques de mécénat dans les territoires, avec un point d'orgue, qui est l'occasion aussi de marquer des travaux qui sont menés en mode coalition, avec nos amis du Rameau, avec la Fondation de France, avec le CFF, j'ai en oublié, hein, Charles, Benoît, tu vas m'aider à compléter, la Fondation de Lille, Porticus, FAS, et je crois que j'ai presque fait le tour. Ce sera l'occasion, en plénière, de faire une présentation justement de cette action qui est menée en mode coalition. Le vendredi, nous allons avoir une table ronde en plénière dédiée à cette coalition des fondations territoriales. Donc, ce sera un point d'orgue de ces 2 jours. Mais pour vous donner un autre angle d'attaque sur la teneur de cet événement, il va être l'occasion aussi de divulguer ça que je vous présente un peu en exclu. C'est un baromètre décliné sur la région des Hauts-de-France qui va donner à voir les chiffres usuels que vous pouvez croiser quand ADMICAL produit son baromètre, les données clés en termes de montant, taille d'entreprise, et qui va un petit peu plus loin en mettant l'accent sur quelque chose de très singulier dans la région des Hauts-de-France, en l'occurrence le fait que nombre d'entreprises mécènes dans cette région agissent en collectif. Et donc le baromètre a une partie qualitative, on va dire, qui met l'accent en particulier, et d'ailleurs en utilisant des données du Rameau, hein, Charles Benoît, vous figurez dans les remerciements de ce document fort légitimement, mais on met l'accent sur 3 initiatives collectives. Fondation des possibles, Fondation territoriale des Lumières et mécénat mutualiste. On ne pouvait pas choisir tout le monde, hein. Mais en tout cas, là, le Mécène Forum sera l'occasion d'en parler. Et enfin, pour finir, le Mécène Forum sera à l'occasion de notre table ronde commune du vendredi, de dévoiler ce que je vous indique à l'écran en exclusivité, c'est-à-dire une carto en ligne. Vous voyez, tous ces petits pictos qui apparaissent sur le territoire métropolitain représentent différentes typologies de mécénat collectif local. Donc, c'est une première. C'est un recensement non exhaustif, mais qui répond à déjà des travaux menés ces dernières semaines par l'équipe d'ADMICAL. Les codes couleurs correspondent au statut juridique. Donc, vous avez les fondations abritées d'un côté, vous avez les fonds de dotation, et sur chacun des petits pictos, vous allez rentrer dans un détail qui, pour l'instant, se résume à des données très, très basiques, mais on est en train de l'alimenter avec une bonne demi-douzaine systématiquement d'informations complémentaires, les montants alloués au global, le montant moyen, les typologies d'enjeux d'intérêt général qui sont soutenus, le nombre d'associations soutenues, etc. Donc là, on a quelque chose qui sera révélé à l'occasion du 2 octobre. Vous le voyez un petit peu en exclu, mais c'est quand même quelque chose qui va nous être très utile et qui correspond aussi aux ambitions de la coalition des fondations territoriales, qui va réunir, et donc qui aura lieu cette table ronde ici. Comment jouer collectif dans les territoires? C'est le vendredi matin
de 9h30 à 11h et y interviendront pour décrire un peu la démarche, pour présenter la coalition Delphine Van Voort, que tout le monde connaît, Benjamin Blavier du CFF et Timothée Delacôte, qui vont nous raconter pourquoi cette coalition a été créée et quels sont ses objectifs. Et ensuite, nous aurons 3 actions collectives territoriales témoins. Alors, il en manque 2 parce que la confirmation, on attend vraiment qu'elle soit totalement finalisée, mais c'est le cas, on n'a absolument aucun doute d'ici la fin de journée. Là, il y a Hélène Pagrimaud de la Fondation territoriale de la Vienne, mais nous aurons aussi la Fondation du Nord et la Fondation Cannes qui viendront témoigner. Chacune de ces initiatives étant respectivement abritée par soit la Fondation de France, soit la Fondation FAS, soit la Fondation de Lille. Voilà dans les grandes lignes. Et pour terminer, j'arrête mon partage d'écran, juste pour vous indiquer que la ligne éditoriale de cette édition, elle est assez politique. Le message qui sera diffusé en long et en large par différentes paroles entrepreneuriales, politiques, c'est alors qu'au niveau gouvernemental, on va dire, alors qu'au niveau national, ça déconne à plein tube, sur les territoires, il y a un trio gagnant qui, quand il travaille de façon intelligente et en coopération, c'est le territoire qui gagne. Ce trio, c'est le trio des entreprises, des assos et des collectivités. Donc, c'est vraiment ce message qui va être transmis avec plein de types de formats de plénières et de débats. Ça sera très interactif et je m'arrête là. Et vous êtes, j'espère que vous nous rejoindrez. La billetterie se clôt le 25 septembre pour votre information. On va se retrouver pendant ces 2 jours à 500 personnes, 500 acteurs pour se serrer les coudes et transmettre des messages très forts. Merci de votre attention. Merci à vous. Mon ordinateur ne veut plus faire un immense merci, hein, Yann, parce que c'est un énorme boulot. Enfin, je pense que tout le monde a compris au travers de ta présentation le travail vraiment très en profondeur, comme toujours, de l'amicale. Et c'est vraiment très, très précieux pour les territoires. Et je pense qu'on a tous hâte de voir ce baromètre régionalisé, en sachant bien qu'effectivement, Hauts-de-France, on l'a vu déjà tout à l'heure avec le RNMA, est en avance et qu'on espère bien que tous les territoires vont être dans cette dynamique-là bientôt. Bravo en tous les cas. Et merci à toi, à toute ton équipe pour ça. Ce sera transmis. Merci. Alors, j'ai un petit souci avec mon partage d'écran. C'est pas grave, on va continuer de toute façon sur les actualités du mois. L'actualité du mois. Laissez le partage, je vais le reprendre, s'il vous plaît. Ah, alors, allez-y. Parfait. Et continuez. Alors, les prochains événements du mois, c'est effectivement jeudi prochain, le 5e séminaire de recherche de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et du Rameau sur le thème « Créer de la valeur en commun, quelles pratiques des acteurs académiques ?» Jeudi prochain de 15h à 19h. Vous trouverez effectivement les actes dès que possible. Mais nous avons également comme actualité du mois l'étude de tendance et fragilité économique qui a été lancée en juin dernier et dont les résultats de l'étude qualitative exploratoire seront délivrés le 25 septembre prochain à l'occasion donc du séminaire de recherche. Les résultats définitifs détaillés de l'étude seront, eux, disponibles lors du 52e webinaire de la plateforme Trajectoire socio-économique qui aura lieu en direct du Salon des maires. Prochaine escale pour le 51e webinaire que nous vous donnons rendez-vous le jeudi 16 octobre prochain de 13h à 14h30. Nous serons peut-être à l'heure cette fois, avec pour thème Cap vers de nouveaux modèles pour se nourrir durablement. Ce sera un webinaire qui sera en partenariat avec l'Union nationale des CPIE, la Fondation GRDF et le réseau des catalyseurs territoriaux. Merci à tous nos intervenants pour ce webinaire particulièrement intéressant. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous retrouverons le 16 octobre. Merci, au revoir. Bonne fin de journée à tous, au revoir.